Bienvenue à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle matinale philo au marché. Après l'écologie hier, place à l'éducation ce matin avec vous notamment Sébastien Charbonnier. Bonjour, enchanté. Enchanté aussi. Alors écoutez, on va débuter. Je voudrais savoir un petit peu finalement, d'un point de vue philosophique, que représente l'éducation? Comme j'aime l'éducation, c'est peut-être partial, mais j'ai envie de dire tout. Parce que tout s'apprend. Le rapport à l'esthétique, la politique, le rapport aux autres, le savoir. Donc quand on fait de la philosophie de l'éducation, on n'a pas à choisir finalement dans quel domaine on va se spécialiser. Ça nous oblige juste, mais c'est une belle obligation, à prendre les problèmes de manière dynamique. Pas les prendre de manière figée, mais voir comment une chose se crée, comment une chose se transforme. Et quels sont peut-être les grands philosophes ou les grandes pensées qui vous ont vous-même sensibilisé à ce thème de l'éducation? Alors avec le temps, j'ai mes affinités, j'ai mes goûts, mais ce qui est assez marquant dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il n'y a quasiment pas un grand philosophe qui ne s'est pas emparé du problème. Donc dans un premier temps, quand on découvre, on peut aller goûter plein de types de philosophie parce que c'était finalement une problématique incontournable, assez centrale, et ce qui reflète sans doute la fascination de toutes les cultures sur cet enjeu-là. Parce que voilà, il y a une génération qui est garante d'une culture, d'un patrimoine et d'un matrimoine, et à chaque fois se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux êtres humains qui viennent au monde. Et donc voilà, pendant l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge et pendant la philosophie moderne, ça a toujours été une question centrale chez pas mal d'auteurs. Et dernière question, finalement, quand on pense à l'éducation, ça nous renvoie à la jeunesse, au monde de l'enfance, aux adolescents. Mais est-ce que finalement cette éducation, elle se poursuit aussi lorsque l'on est nous-mêmes adultes? Oui, c'est-à-dire d'un point de vue de la philosophie politique, on pourrait même dire que c'est un piège, voire un danger de considérer que l'éducation ne concerne que les enfants. D'accord. Parce que ça traduit plutôt un rapport de pouvoir. De même qu'il y a des rapports de pouvoir homme-femme dans une société de domination masculine, il y a souvent des rapports de pouvoir adulte-enfant. Un rapport de pouvoir souvent invisibilisé parce qu'il est tellement habituel qu'on le croit normal. Et c'est pas mal que les adultes se conçoivent comme devant se déséduquer, se rééduquer. Et il y a même un philosophe américain, Stanley Cavell, qui a défini la philosophie comme l'éducation des adultes. D'accord. Voilà, donc d'une certaine manière, on a toutes et tous à réinterroger l'éducation qu'on a reçue, et on pourrait dire que c'est une des manières de concevoir la philosophie d'ailleurs. Sébastien Charbonnier, merci beaucoup, et je vous invite à poursuivre cette conversation avec les autres intervenants. Merci pour vos questions. Merci, suivez-moi. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle matinale. On en parlait à l'instant avec Sébastien Charbonnier, au cœur de la place du marché, l'un des poumons de la Principauté. Alors je vais commencer à ma droite par vous saluer, Raphaël Zaguri-Orly. Vous êtes l'un des membres fondateurs des rencontres philosophiques de Monaco, présidées par Charlotte Casiraghi. Ensuite, nous allons aussi resaluer, j'allais dire, Sébastien Charbonnier, avec qui nous étions à l'instant en entretien. Saluer également Sébastien Talon, bonjour. Roselyne Davido, Damien MacDonald. Et enfin, Colline Faure-Poiré, puisque vous êtes éditrice aux éditions Gallimard. Alors, je le disais auparavant, le thème de ce matin, c'est l'éducation. Donc, on va rapidement, j'allais dire, rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, qui êtes philosophe, psychologue aussi, chercheur, quel est, selon vous, le rôle principal de l'éducation ? Alors, un petit peu comme à l'école, on va dire, qui souhaite débuter? Vous avez bien sûr des micros, donc n'hésitez pas à les prendre pour débuter. Et moi, Raphaël, je vous passe le mien, si vous souhaitez justement... Je veux dire sûrement quelques généralités, histoire de lancer la discussion ou de permettre une discussion entre nous. Alors, je dirais la chose comme ça, mais pendant longtemps, l'éducation devait permettre l'accès à l'autonomie des jeunes gens. C'est-à-dire qu'on devait, l'éducation devait ou se devait de construire l'autonomie.
Je dirais que pour des tas de raisons, sûrement une certaine évolution de la société occidentale, il s'agit aujourd'hui, d'une certaine manière, soit de retravailler cette autonomie, ce concept d'autonomie, soit encore de le complexifier. L'autonomie peut donner lieu à une forme d'affirmation du soi repliée sur elle-même. Ce qu'il faut, je crois, aujourd'hui, quand je dis retravailler l'autonomie, mais ça serait évidemment à vous aussi de nous dire ce que vous pensez, mais une autonomie ouverte à l'altérité, ouverte à la complexité de la société. Le concept d'autonomie ne suffit pas pour construire l'éducation. L'autonomie dans son rapport à la société, au vivre ensemble, à la démocratie, à la République, c'est ça que je veux dire. Il y a une culture historique qui est la nôtre ici en France de manière toute particulière, qui est le rapport entre autonomie et République. Je crois que ce rapport-là doit être travaillé, retravaillé, déconstruit en fonction ou en rapport à une société qui n'est plus dépendante ou qui n'est plus dépendante de l'horizon de l'autonomie. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair. En tous les cas, une autre autonomie, beaucoup plus décentrée, retravaillée, relancée, quoi. Je me permets de vous parler de l'autonomie. Oui. Je pense que, pour moi, c'est d'abord connaître toi-même. C'est à partir du moment où on permet à l'enfant de se connaître lui-même et de lui apporter de l'aide, à partir de ce moment-là, on a fait notre rôle d'éducateur, puisqu'on parle d'éducation. Et malheureusement, j'ai l'impression, en tant que faisant partie de cette institution, de l'éducation nationale, de la recherche sur les maltraitants, pour les enfants à problème, cette autonomie, elle est de plus en plus mise à mal. Parce que, quel que soit le pays, il y a des thèmes qui sont vraiment l'omerta. On est en Corse. Il y a vraiment l'omerta partout sur les maltraitances, sur la pédophilie. Et je pense que mon voisin, Sébastien Talon, a certainement beaucoup de choses à vous dire sur le plan judiciaire. Et je vois, moi, vu mon âge, en France, une dégradation de cette autonomie que l'on espérait tellement pour les enfants. Et j'ai l'impression que plus on essaie de les aider, plus ils sont vulnérables, parce qu'ils sont dans un monde où on n'a plus le droit de... Il faut être aux normes. Et dès que vous êtes un petit peu différent, vous êtes stigmatisé. Je veux juste rajouter, parce que c'est toujours compliqué pour un psychologue de parler de l'éducatif. Je partirais simplement pour un pas de côté du vers de Rimbaud, dans sa lettre au voyant, où jeu est un autre. Et il y a l'enjeu pour, à mon sens, l'enfant d'aller vers cette question de la singularité du jeu et du rapport à l'autre, mais sans qu'il y ait dilution pour autant dans l'autre. Et donc l'enjeu, je pense, peut-être en tout cas de ces contours autour de l'autonomie et de l'enjeu de l'éducatif, en tout cas, tel que je peux le percevoir de ma position de psychologue, et précisément de trouver cette singularité dans la question des limites, qu'elles soient corporelles, effectivement, qu'elles soient personnelles, psychiques, etc., pour permettre ensuite, ou en même temps, d'aller vers l'autre, justement, dans cette dimension d'altérité du jeu est un autre, rimbaldien. Je voudrais juste poser une question parce que je trouve très intéressant ce mot de la singularité. Donc, si je vous comprends bien, la singularité, ce n'est pas l'autonomie. C'est autre chose que l'autonomie. L'autonomie est un concept universel, alors que la singularité, évidemment, on va à quelque chose de beaucoup plus profond. Oui, tout à fait, puisque
c'est très juste dans le sens où aussi l'autonomie, il y a une histoire de l'autonomie, comme vous l'avez bien précisé, c'est référé à des institutions, etc. Et c'est là où je vous disais en préambule, c'est-à-dire que c'est toute la difficulté du psychologue de parler de cet enjeu-là, dans le sens où il y a cette articulation structurelle de l'autonomie et du processus d'autonomisation qui va autour de cela, autour de l'enfant, autour de cet être finalement qui n'a de cesse de nous poser des questions. Parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est que l'enfant est une question. Et donc à partir de là, l'enfant en question vient interroger dans ces dimensions-là. Et donc oui, la singularité est beaucoup plus profonde, puisqu'il y a la singularité aussi de comment être dans le jeu quand on vient d'une autre culture, quand on vient d'un autre pays et qu'on vit dans un pays qui n'a pas les mêmes institutions, qui n'a pas le même référencement culturel, etc. etc. Donc oui. Oui, je voudrais rajouter aussi un autre angle, parce que c'est très important, mais c'est aussi symptomatique que dès qu'on parle d'éducation, on a pensé aux enfants. Et dans les luttes d'émancipation, il y a une règle importante, c'est l'auto-émancipation, avec des slogans comme « Ne me libérez pas, je m'en charge ». Et finalement, ce que les adultes ou les éducateurs peuvent avoir à faire, c'est à s'auto-éduquer ou se rééduquer. Et il y a pas mal de philosophes en fait qui ont dit finalement l'éducation, ou les premières personnes à éduquer, c'est d'abord les éducateurs. Et ça sert aussi assez à la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a la philosophie pour enfants, et les enfants sont capables de philosopher. Mais quand les adultes doivent penser l'éducation, c'est peut-être bien aussi qu'ils pensent l'éducation par rapport à eux-mêmes et pour eux-mêmes, et pas toujours à la place des enfants ou pour les enfants, parce que pour reprendre le mot de Mandela, ce qui se fait pour nous, mais sans nous, se fait contre nous. Et l'éducation, c'est aussi se déséduquer, se rééduquer pour être une bonne rencontre auprès des autres adultes et auprès des enfants, parce qu'on a soi-même souvent des fois subi une éducation qui n'est pas suffisante pour rencontrer sa singularité ou pour être autonome. Donc d'une certaine manière, on a toujours à apprendre. C'était assez Platon, non? Désapprendre pour apprendre, non? Je vous rejoins dans le sens où effectivement la philosophie permet de faire cela. Je pense par exemple à des ateliers, donc moi j'interviens dans le 93 à Saint-Denis, où à la Vège, donc l'institution où je travaille, on a mis en place pour des enfants qui ont à peu près 5 jusqu'à 14 ans, mais avec différents groupes, des ateliers philo justement. Et pour mettre ça en place, il fallait précisément que les collègues éducateurs ou les psychologues qui participent à ça puissent d'abord se former, effectivement. Et donc il y a cet enjeu d'éducation où la philosophie permet aussi d'entendre à l'adulte qui doit se former en tant qu'adulte, et ensuite aussi aux parents de venir se former aussi en tant que parents. Parce qu'en fait, le fait que l'enfant paraisse fait devenir parent, mais une fois qu'il est là, il y a tout le reste qui apparaît aussi. Et donc il y a cet enjeu effectivement de formation de l'éducateur à éduquer. De la formation à la déformation, ça me fait très peur. Justement, quand nous parlons de formation, il y a le côté formatage. Et je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans l'éducation en France, vous devez être le plus ouvert possible pour justement être à l'écoute de l'enfant et apprendre, peut-être philosophiquement ou psychologiquement, aux éducateurs vraiment que chaque enfant est vraiment singulier et que chaque enfant est universel. Parce que là, je travaille sur les 5 continents et je vous assure que tout ce qui est maltraitance, c'est l'omerta partout. C'est incroyable. On n'en parle pas. Et en France, on en parle encore moins. C'est-à-dire qu'on parle dans certains pays ouvertement, et en France, on n'a pas le droit d'en parler. Et j'ai à côté de moi Sébastien Talon qui vit au quotidien la difficulté de faire remonter des cas d'enfants que nous avons détectés et qui malheureusement n'auront aucune aide, si ce n'est la maltraitance des parents ou des enseignants, parce qu'on a osé rentrer dans un domaine qui finalement serait familial et ne nous regarderait pas. Moi, je voulais juste poser une question, parce que, évidemment ça m'intéresse beaucoup, mais pardon Damien, si tu... mais la question de la singularité m'intéresse beaucoup. C'est pas à vous que je vais dire que la question de la singularité est une question difficile à penser politiquement.
en termes d'institution. L'institution est presque par définition peu à l'écoute de la singularité. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu plus comment... Parce qu'il y a deux notions à la fois intéressantes à penser politiquement et explosives. C'est écoute et singularité. Je veux dire, une institution, par définition, écoute peu, a peu les moyens d'écouter, et encore moins la singularité. Donc, comment penser l'écoute de la singularité institutionnellement? Comment penser l'écoute de la singularité institutionnellement? Alors, c'est tout le problème de l'institutionnalisation à en parler. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait institution et ce qui devient institution. Puisque si je prends le cas des missions du psychologue que je suis en protection de l'enfance, à ce moment-là, par définition, mon poste est institutionnalisé. Et donc, mon écoute le devient. Mais une partie précisément en tout cas tel que je le conçois, c'est l'enjeu de l'articulation avec l'éthique à ce moment-là. Et l'éthique permet aussi ce rapport à l'écoute et ce rapport à favoriser un espace d'articulation de cette singularité. Et à ce moment-là, c'est à moi, par mes rapports, et Dieu sait que je me bats dans mes propres écrits là-dessus, dans mes rapports, à restituer quelque chose de cette singularité, à ramener quelque chose des mots des enfants, des adultes aussi qu'on reçoit, et à ramener cela pour l'institution. Et donc c'est un travail de traduction, de langage, de traduction de cette singularité dans le processus même qui est l'institutionnalisation, puisqu'à ce moment-là, à partir du moment où je fais un rapport que je rends à un juge des enfants, le rapport devient part de l'institutionnalisation. Damien ? Oui, je vais peut-être être assez prosaïque, mais je vous rejoins évidemment tous sur l'idée que l'autonomie est centrale dans le processus d'éducation et que l'idée de l'autonomie, autonomos, le fait de se donner à soi-même ses propres règles, de les fabriquer, est un des buts du devenir humain et du devenir ensemble, etc. Mais j'avais envie de faire un petit pas de côté sur la question du mot éducation et de me poser la question de ce que c'est. Moi, j'aime beaucoup le terme élever. J'aime beaucoup cette idée. En anglais, on a to raise et en français, on dit élever. Et il y a cette idée de lutter contre la gravité. Hein. Et je crois que l'éducation, la transmission, ça vient aussi dans le fait de lutter contre la gravité. Voilà. Et je crois que il y a beaucoup de choses graves dans notre société. On le voit en ce moment aux États-Unis, la difficulté que l'on a à réglementer les armes à feu. On voit la difficulté. La gravité est partout, la violence est là. Et élever, c'est aussi lutter contre la gravité, c'est aussi essayer de montrer le plaisir de vivre, montrer le plaisir d'apprendre, montrer une sorte de contamination positive par le plaisir d'exister. Voilà. Et je crois qu'il y a ça aussi, et c'est important, en effet, de questionner et de s'affronter avec les choses graves, mais je pense que c'est aussi dans l'éducation et dans la transmission l'envie de montrer qu'on peut s'en échapper, voilà, de cette gravité. Je suis d'accord avec tout ce qui se passe sur ce que vous dites, parce que l'autonomie était centrale. L'acquisition de l'autonomie chez Françoise Dolto, comme je suis son éditeur à titre posthume aujourd'hui, et celui de Catherine Dolto, avec lequel nous avons créé des collections pour les enfants, de psychologie on pourrait dire, c'était la vie comme elle est, et les questions qu'on pouvait apporter sous la houlette de François Dolto, qui nous a accompagnés tout le temps. Et le slogan de départ, c'était « Quand on comprend mieux, on grandit mieux ». Elle avait beaucoup de clés sur l'autonomie de l'enfant. Elle recevait, Roselyne le sait, elle s'occupait des enfants maltraités, des parents maltraités aussi, et des parents en très bonne santé. Alors ce que je veux dire, c'est que je ne partage pas totalement l'idée qu'aujourd'hui c'est pire.
Parce que quand nous avons commencé cette collection qui s'appelle Mine de rien, nous avons abordé les problèmes, et Françoise Dolto nous avait dit, ben, allez-y, maintenant, je vous assure, on a eu les pires ennuis. C'est-à-dire qu'on a eu, bien sûr, certains partis politiques qui nous ont interdits dans les bibliothèques. On a eu l'institution frileuse, parce que Françoise Dolto était considérée un peu comme une, je ne sais pas, comme jusqu'à boutiste, quoi, si vous voulez. Et ça a été difficile, surtout quand on a parlé de la séparation, de la mort, du divorce aux enfants petits. Hein, c'était pour... Et aujourd'hui, bah, grâce à vous, vous êtes l'exemple même de ce qu'on se soucie quand même, malgré tout pas assez, de la maltraitance, et que, vous le dites, l'institution s'en mêle, mais peut-être pas assez. C'est tout. Mais quand même, moi, là, je suis le porte-parole de la profession des éditeurs de jeunesse, c'est-à-dire, de plus en plus, des collections s'élèvent pour parler de cette autonomie, pour parler des enfants, comme le voulait François, c'est-à-dire, simplement, c'est comme les livres. Quand elle disait, vous pouvez donner tous les livres aux enfants, ce que les enfants ne comprennent pas, ça ne leur fait pas de mal. Et c'était formidable, voilà, ce que je voulais dire. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se préparent, des ateliers magnifiques. Bon, voilà, évidemment, tout n'est pas idéal, surtout en ce moment. Mais par exemple, quand je pense à ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, en Amérique du Sud ou par exemple en Équateur, je connais bien le cas de l'Équateur. Il y a une éducation qui est là, qui est authentique, qui est ancienne, et je suis complètement émerveillée par la présence des parents dans l'éducation de leurs enfants, à travers leurs mythes, à travers leur façon d'autonomiser les choses. Voilà, je voulais dire ça. Mais c'est plutôt de l'espoir, quoi. Et à partir de quand, finalement, il faut faire philosophie dans l'éducation? Parce que si on prend, par exemple, le système scolaire tel qu'il est, il y a toujours cette date fatidique de la terminale. C'est-à-dire que la philosophie entre d'un point de vue scolaire chez les jeunes en dernière année de lycée. Vous avez parlé d'ateliers, vous avez parlé de vos interventions dans le 93. Je sais qu'en principauté, grâce aux rencontres philosophiques de Monaco, la philosophie entre dans la vie des enfants assez tôt maintenant, et notamment par des formations et avec cette semaine philo. Mais finalement, pourquoi on ne pourrait pas envisager que la philosophie entre d'un point de vue scolaire plus tôt? Alors je sais que peut-être vous avez un avis sur la question, ou Sébastien? Alors, tu as fini par préciser ta question en parlant de la philosophie scolaire, mais juste à titre de boutade, et c'est pas qu'une boutade, si on ne réduit pas la philosophie à sa dimension scolaire, on peut considérer que tout être humain commence par philosopher ardemment. C'était une remarque de William James, le philosophe et psychologue, qui disait « mais il n'y a pas plus grand métaphysicien que le bébé ». Parce que le bébé, il est obligé de cumuler des hypothèses ontologiques en permanence. Et voilà, l'hypothèse solipsiste, au bout d'un moment, quand on se tape contre les murs, on y renonce. L'hypothèse réaliste à court terme est quand même plus pratique, etc. Donc d'une certaine manière, on commence par la métaphysique parce qu'on a besoin de pouvoir s'orienter dans le monde, de pouvoir un peu le figer aussi, parce que considérer qu'il y a des catégories stables ou des substances stables, c'est plus pratique. Bon, après, la science nous dira que c'est peut-être plus compliqué que ça. Mais pour ce qui est de la philosophie scolaire, effectivement, il y a de plus en plus de démarches qui doivent, je pense aussi beaucoup à des personnes comme Françoise Dolto, qui considèrent que les élèves sont des interlocuteurs valables. Et considérer ça, c'est aller à l'encontre d'un préjugé assez massif dans l'histoire de la philosophie, parce qu'on a ça des Platon, mais en tout cas que l'institution française a beaucoup répété, à savoir cette mythologie d'une difficulté de la philosophie, où il faudrait des compétences ou des prérequis à la philosophie. Et donc finalement, c'est une affaire sérieuse pour gens sérieux. Et qui sont les gens sérieux? Les gens qui ont le pouvoir. Donc les gens qui ont le pouvoir, c'est les adultes, ou alors c'est les hommes, parce que avant de refuser la philosophie aux enfants, on la refuse aux femmes jusqu'en 1927. Ou comme disait Emanuele hier en disant quand j'ai fait des études d'agriculture, j'ai compris que j'étais un plouc en Italie. Bon, en France, si vous faites un lycée pro, vous n'avez pas le droit à la philo, parce que si vous utilisez vos mains ou si vous avez une intelligence du corps, apparemment c'est incompatible avec la philosophie.
Donc cette ouverture de la philosophie à un plus jeune âge, ça vient questionner la philosophie sur sa difficulté à se départir d'une histoire élitiste. Dans quelle mesure les dominés ou ceux qui subissent les rapports de pouvoir sont interdits à l'entrée de la philosophie comme si c'était un sanctuaire ou quelque chose réservé aux meilleurs, aux plus beaux, bref, une activité aristocratique. Mais Sébastien, est-ce que tu peux quand même nous dire un mot de plus, si je peux me permettre aussi de lui poser une question, c'est parce que ça m'intéresse évidemment, sur ce que c'est que d'introduire la philosophie dans les écoles de manière non scolaire exactement. C'est-à-dire, il disait que la philosophie a une tradition scolaire. Ouais. Et alors, que cette tradition, d'ailleurs, scolarité, autonomie ont un certain rapport. Je veux dire, le concept d'autonomie est un motif traditionnel de la philosophie, un peu conservateur aussi, comme celui de la scolarité. Qu'est-ce que c'est faire de la philosophie de manière non scolaire et qui ne soit pas uniquement de l'éveil, comme on dit? Alors, pour répondre brièvement, en gros, les premiers critères qui me viennent en tête, c'est non scolaire, c'est-à-dire que ça ne va pas avoir un rôle institutionnel de sélection. Ce qui sert à la sélection, c'est l'évaluation et la notation. Donc déjà, une philosophie qui ne donne pas lieu à des évaluations et des notations, ce qui est le cas en terminale, puisque ça prépare une épreuve du baccalauréat. Deuxième critère qui fait que ça va être non scolaire, on n'est pas forcément obligé d'avoir un programme adossé à l'histoire de la philosophie. Donc un rapport plus libre aux auteurs et au passé philosophique. Et troisième critère très important, et en fait qui est lié au premier, j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens, c'est qu'on va utiliser des modalités d'évaluation et donc ça renvoie à la question des exercices scolaires. Et donc en terminale, on a un héritage lourd de l'explication de texte et de la dissertation philosophique. Et ça, c'est des exercices très spécifiques dont les sociologues et les historiens nous ont montré qu'ils avaient une grande contingence et surtout qu'ils étaient distinctifs socialement pour des critères non philosophiques. Et donc pouvoir se libérer de ces exercices-là, ça a permis des expérimentations beaucoup plus libres. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour l'enseignement plus institutionnel, il y a beaucoup de professeurs de terminale qui se nourrissent énormément des expérimentations de philo pour enfants ou au collège parce que ça leur fait un appel d'air par rapport au carcan des exercices scolaires, de la notation et du programme. Donc au moins ces trois critères-là qui n'ont rien à voir avec l'exigence, la rigueur intellectuelle, l'écoute, la démocratie, etc. On garde tout le meilleur en enlevant la plupart des critères scolaires. J'ai deux questions en fait, qui s'articulent autour de ça. C'est est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi, on parlait de l'institutionnalisation, de l'institution qui est l'éducation nationale, un rapport à la dissertation où en fait il faudrait produire une forme de pensée avant d'apprendre même un questionnement. Et est-ce que finalement l'un des premiers éléments de l'enfant ne serait pas cette dimension du questionnement, peut-être? Et l'autre point, c'est le rapport aussi à quelque chose de l'activité au sens aussi de la langue. Je donne un exemple, en suédois, on n'apprend pas quelque chose, on s'apprend, c'est un verbe réfléchi. Quand on dit par exemple j'apprends une langue, c'est jag lära mig, je m'apprends à moi-même quelque chose. L'autre est présent certes pour apprendre, mais il y a cette dimension réflexive. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dès le départ d'une sorte de biais, je ne sais pas du tout, mais de ce rapport entre la philosophie qui serait de l'ordre effectivement du savon, de l'institutionnalisation, d'une élite aristocratique, etc., et cette idée que finalement le sujet ne pourrait pas être actif lui-même face à ne serait-ce qu'à un premier questionnement. Mais je pense, je m'occupe aussi d'une collection de philosophie que vous connaissez peut-être. J'ai le souvenir d'ailleurs que Deleuze disait, entre parenthèses, 4 ans, c'est l'âge métaphysique. Et c'est un peu aussi cette idée qui a germé avec celle d'autres auteurs, des philosophes en particulier, qui ont fait que nous avons créé cette collection. Ce que je voulais dire, je vais beaucoup dans les classes présenter les livres, les collections, et je trouve, vous allez me trouver optimiste ce matin, que beaucoup de choses se passent entre des gens comme vous, des professeurs, à l'initiative des professeurs, et qui maintenant pratiquent ce que je trouve formidable, par exemple, des profs de géographie qui qui font des ateliers, des sortes d'ateliers avec des professeurs d'histoire, avec tout, et ça se crée. Et là, il y a quelque chose de très, très fructueux.
C'est la philosophie qui se répand un peu dans l'univers de la classe. Pas assez, mais il y a quelque chose qui se dessine. Et ça, c'est très bien. Et c'est positif, du coup. C'est quelque chose de positif. Alors, comme on va rentrer dans le dernier quart d'heure de cette conversation, je voulais signaler aux personnes qui ont commencé à nous écouter depuis tout à l'heure qu'elles pourront vous poser directement des questions à partir de 10h sur le thème de l'éducation. Alors, pour ce dernier quart d'heure, je vais peut-être lancer la question, à mon avis peut-être assez vaste, des écrans et des réseaux sociaux qui sont entrés dans notre vie au fil de ces dernières années. Est-ce que justement l'arrivée de ces écrans et de ces nouveaux moyens d'échange sociaux ont soulevé chez vous des questions, voire des problèmes philosophiques? Je peux peut-être m'aventurer à répondre. J'ai le micro dans la main. Les écrans, évidemment, posent beaucoup de questions. La psychanalyse nous a montré que le stade du miroir était excessivement important. Je pense que nous avons déjà, en tant qu'humanité, un rapport au miroir qui est complexe. Et avant même que nous n'ayons tout à fait compris les miroirs, les écrans sont apparus et nous avons commencé à les utiliser comme miroirs. Donc nous sommes dans une situation complexe où la société contemporaine utilise ces écrans comme miroirs mouvants, j'ai envie de dire. Et je crois qu'on est face à une situation où la construction de soi est de plus en plus difficile et de plus en plus tâtonnante pour nos enfants comme pour nous. Et étrangement, je crois que là, c'est en tant que plasticien et qu'artiste que je parle, je crois que c'est une situation très cubiste. C'est-à-dire que le cubisme, c'est la déstructuration du monde en un ensemble de facettes. Un ensemble de facettes concomitantes et synchroniques. Et donc, tout d'un coup, nous sommes dans un monde assez cubiste. Nous avons un ensemble de facettes qui s'imposent à nous, en même temps déstructurées, sans colonne vertébrale. On est comme dans un Picasso permanent. Et je crois que pour sortir du cubisme, les artistes ont inventé quelques voies. Il y a la peinture métaphysique de Chirico et puis il y a le collage de Max Ernst. Et je crois qu'il va falloir que nous apprenions, comme Max Ernst, moi, en tout cas c'est ma croyance, à redécouper et coller et assembler. Il va falloir recréer des assemblages. Donc je ne crois pas qu'on puisse se débarrasser des réseaux sociaux. On ne peut pas faire rewind, ça ne fonctionnera pas. Par contre, gérer ces images autrement, apprendre aux enfants à les assembler, à les utiliser et à en faire sens, me paraît essentiel. Donc voilà, donc je vois ça comme une sorte de sortie d'un cubisme. Je me permettrais de rajouter simplement effectivement que dans ce rapport au stade du miroir, il y a avec l'écran, le principe du stade du miroir, c'est ce rapport du spéculaire, c'est-à-dire en fait comment l'enfant face au miroir, dans l'altérité, puisqu'il y a l'autre et il y a une forme de jubilation qui est présente dans le stade du miroir. Et en fait, les écrans viennent faire retour ou redondance du spéculaire. Ça doit se refléter. Mais cette fois-ci, et l'enjeu est peut-être là aussi, c'est peut-être ça qui angoisse. C'est que quand il y a retour de ce spéculaire, il n'y a pas la jubilation de l'autre. Il n'y a pas la personne qui est présente pour dire à l'enfant « Ah, c'est formidable, oui, c'est toi dans le miroir, avec les sourires, avec tout ça, en fait ». Ou dans le selfie. Exactement, et c'est exactement ça. Et la question du selfie vient aussi poser, moi ce que je trouve intéressant quand même dans ces enjeux de l'écran, c'est que c'est imposé fondamentalement la question du corps. C'est-à-dire qu'il y a l'écran, il y a le rapport tactile, donc ça veut dire aussi qu'on peut toucher, qu'au bout du doigt il y a quelque chose, et en même temps, les écrans eux-mêmes ne sont jamais très loin qu'à portée de bras de l'autre en fait. Et donc il y a ce rapport en fait entre soi, l'écran, le spéculaire, et la question de la jubilation justement du selfie. Et c'est pas pour rien qu'il y a des jeunes qui passent leur temps finalement à rechercher du like sur les réseaux sociaux, puisque finalement le like c'est s'assurer qu'il y ait cette jubilation de l'autre. Mais dans quelque chose où c'est à portée de son propre bras. Et donc ça vient quand même questionner aussi cet enjeu-là du porté et de l'ouverture et de l'altérité dans le rapport au corps de l'autre aussi. Ce que je voudrais ajouter, comme tu as parlé du selfie, c'est ce dont l'écran m'apparaît être le symptôme. D'une certaine manière, il y a un usage des réseaux sociaux. Je me suis dit, en fait, ça pourrait être ça, l'allégorie de la caverne de Platon.
allégorie avec laquelle j'ai un peu de mal, et notamment avec cette photo assez célèbre pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, pendant un meeting d'Hillary Clinton, je ne sais pas si vous voyez cette photo, où tout le public lui tourne le dos pour se prendre en selfie avec elle. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement les humains dans la caverne. C'est-à-dire qu'il y a le réel, mais ils tournent le dos au réel, ils sont au fond de la caverne, et ce qu'ils sont en train de regarder, c'est leur smartphone en mode photo, miroir, selfie, pour pouvoir garder une trace, un fétiche de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et par rapport à ça, quand on dit écran, personnellement je trouve que c'est une mauvaise métaphore conceptuelle, parce qu'en fait le problème c'est pas l'écran, mais qu'est-ce qu'on désigne par l'écran? Et un cours de classe magistrale, c'est un écran de ce point de vue-là. Et je dirais que ce qu'il y a de dangereux ou d'un peu décevant dans l'écran, c'est plutôt l'ultime avatar de la manière occidentale d'éduquer. Je pense notamment à un anthropologue que j'admire beaucoup qui s'appelle Tim Ingold, qui est un peu le Philippe Descola britannique, en tout cas en termes de notoriété, et que des didacticiens bretons ont fait venir et ont réussi à convaincre d'écrire un livre sur l'éducation. Parce qu'on dit l'éducation, elle est dans toute ton œuvre. Et dans ce livre-là, le premier chapitre, ça s'appelle « Contre la transmission ». Et quand on est en occidental, on se prend une grande claque, parce que lui, anthropologue, dit il n'y a que l'Occident, à ma connaissance, les pays occidentaux, qui conçoivent l'éducation comme de la transmission. Et la transmission, justement, c'est la passivité absolue devant un écran, alors qu'il dit, dans la plupart des cultures, l'éducation, c'est faire une expérience commune. C'est-à-dire que quand les adultes éduquent les enfants, ils éduquent d'abord la sensibilité et ils les invitent à vivre une expérience commune avec eux. Et donc je verrais plutôt l'écran comme la délégation absolue. La transmission, c'est une forme de délégation, c'est... voilà, je te transmets, c'est-à-dire je ne m'implique pas avec toi ou je t'emmène à l'école, cette institution me décharge de t'éduquer, ou alors c'est l'institution qui a volé les enfants, ça dépend comment on regarde l'histoire de l'école obligatoire en France. Et l'écran, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est pas tant l'écran comme objet technique numérique, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais l'écran comme... je ne suis plus avec toi, ou je n'ai plus le temps de faire des expériences avec toi, et donc voilà, assis-toi là et contemple le monde. Et ce qui était déjà un peu le cas, je pense, pour beaucoup d'enfants dans leur expérience scolaire. Et l'écran vient rajouter au temps scolaire le temps familial sur un mode, une fois de plus, passif, qui n'est plus une expérience vécue avec un autre être humain. Et ça rejoint un peu aussi cette idée de participer dans l'expérience jubilatoire avec autrui, quoi. C'est vraiment très très intéressant tout ce qui s'est dit, parce que, en fait, si je comprends bien, l'écran, c'est un peu l'accomplissement de l'autonomie, de la culture de l'autonomie, du motif de l'autonomie. C'est-à-dire que voilà, nous sommes seuls face à l'écran et nous perdons, ou nous avons perdu, ou il y aurait une sorte de perte d'un autre rapport à l'éducation qui n'est pas celui de la transmission. Mais la question, vraiment, là aussi, moi j'ai que des questions. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans la mesure où eh bien, on ne va pas pouvoir faire sans les écrans. Les écrans sont là pour rester, probablement longtemps. Est-ce que on peut travailler autrement l'écran? Est-ce que l'écran peut donner lieu à ce que tu as appelé, par exemple, Sébastien, l'expérience commune, ou un autre rapport à l'expérience? Il y a un fait politique concret qui me paraît devoir ne pas être oublié. C'était un article du Monde de 2016 ou 2017. Tous les ingénieurs de la Silicon Valley mettent leurs enfants dans des écoles sans écran. C'est-à-dire que ceux qui sont au cœur du système, qui bossent dans les départements recherche de Meta, donc Meta, c'est Facebook et Instagram, de Twitter, Google et compagnie. Et puis il y a eu le scandale là, en septembre de cette lanceuse d'alerte qui a alerté le Congrès américain en disant en fait on sait que Twitter ça crée des dépressifs en masse, mais on veut pas se l'avouer parce que c'est hyper profitable. Donc eux, ils ont une solution radicale, c'est il faut beaucoup en tout cas protéger les enfants de l'écran. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'expériences. J'ai des collègues qui travaillent sur le cinéma en philosophie et qui m'ont parlé de...
suis pas spécialiste du tout, mais de l'importance de regarder par exemple les films ou les dessins animés avec les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore l'occasion, l'écran peut être l'occasion d'une expérience commune. Donc c'est un autre usage de l'écran de parler ou de raconter un film exactement comme on peut le faire avec un livre qu'on lit avec un enfant. Et il y a un collègue qui me disait moi j'adore les Miyazaki, donc voilà une génération qui est parent maintenant qui adore les Miyazaki, et il a toujours baigné dans les Miyazaki en VO, donc il dit j'impose les Miyazaki en japonais avec mon enfant, mais c'est pas un problème parce que de toute façon c'est un âge où même en français, je crois que son enfant a 3 ans, il ne comprendrait pas, et avec les images, avec la narration et tout le dialogue qu'on fait autour du film, il se passe plein de choses. Donc on fait une autre expérience, et moi-même je fais une nouvelle expérience du Miyazaki parce que je découvre l'histoire que se raconte mon enfant à partir des images sans comprendre les dialogues. Avec la question de la traduction en plus et de l'autre, et de la langue de l'autre, et de l'écoute de la langue de l'autre, et du plus d'une langue. Je crois que pour répondre très pragmatiquement à ta question, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Serge Tisseron, qui a mis en place la règle du 3-6-9 dans le rapport aux écrans. Et je crois qu'elle est, d'un point de vue pragmatique, merveilleuse pour tout parent qui se questionne, avec justement, exactement comme tu le dis, après 3 ans, l'apprentissage progressif des écrans, accompagné par un dialogue et par une lecture. Et je crois juste, pour rajouter une petite chose, il y a un musicien qui s'appelle Brian Eno, que beaucoup de monde connaît, qui a commencé à mettre en place ce qu'il appelle des applications génératives et qui permettent de fabriquer de la musique de manière générative en utilisant les écrans tactiles. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, c'est intriguant, c'est pas la récompense dopaminique, parce que l'écran contemporain, quand l'enfant l'utilise, c'est quasiment systématiquement sur des récompenses dopaminiques. Ah, merveilleux, même les applications éducatives, ça fait des petites étincelles et des petits candies et des petits bonbons qui apparaissent pour leur dire voilà, tu as gagné, bravo. Et cette récompense dopaminique, c'est une addiction, c'est dangereux, elle devrait être légalement interdite. Notre État devrait prendre fait et cause contre la récompense dopaminique à l'intérieur des applications numériques. Et je pense que si on travaille sur du génératif, on peut en effet créer probablement des applications éducatives beaucoup plus porteuses. Voilà, parce que c'est dangereux de dire à l'enfant, tu auras une petite récompense dans le cerveau à chaque fois que tu auras la bonne réponse, ça fera ch'ting, ch'ting, comme les likes, comme toutes ces choses auxquelles notre société est addicte. Il faut leur éviter cette addiction à tout prix. Je crois que c'est... C'est très pavlovien ce que vous venez de dire. Oui, on est vraiment dans Pavlov. Complètement. Alors, je vous réponds pour Miyazaki, parce que c'est aussi quelqu'un que j'ai beaucoup regardé, pour les images dans les livres d'enfants. Ce que je trouve, moi, qu'il faudrait faire encore, c'est une éducation de l'œil. C'est expliquer, et à l'école, et dans les petites classes, ça n'existe pas. Alors, un enfant, vous pouvez le mettre devant un très mauvais film à la télé, ça va bouger, ça va parler, souvent... Et à côté de Miyazaki, je parle des petits, ils seront ravis, pareil, c'est l'acte on leur donne la récompense. Et moi, je regrette, parce qu'il y a des choses merveilleuses pour les enfants en vidéo et en film, qu'il n'y ait pas cette éducation à l'école primaire, très tôt, de l'image. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Delpire, chez qui j'ai fait mes premières armes, si je peux dire, c'est pas très jolie arme, mais enfin, il militait pour ce regard, le regard et l'éducation à l'image. Et d'ailleurs, pour certaines choses, même Goethe disait, tant que l'image, tant qu'on n'a pas dessiné, d'ailleurs ce qu'on voit après, on est revenu sur le dessin, on ne l'a pas vécu. Et je pense que là, il y a un domaine que vous avez déjà fréquenté, tous les deux, très important. Voilà. Et je pense qu'il faut militer pour ça. Merci pour tous ces éclairages. Non, vous aviez encore quelque chose à préciser sur le sujet. Allez-y, on va vous passer le micro le plus proche. Je voulais répondre à Colline au sujet, merci, au sujet de l'école sans mêle. Quand vous parlez de l'école sans mêle, que l'éducation s'en mêle et que c'est très positif. Alors moi, je vais vous dire, d'une manière très triviale, je pense que l'école s'en mêle, au sens s'en mêler, la pelote de laine. On a beaucoup de mal, ou le fil d'Ariane, si vous préférez, on a beaucoup de mal à tirer quelque chose
qui fasse que l'enfant soit entendu, soit suivi par des professionnels qui sont vraiment des professionnels et pas des gens à qui on a inculqué des stéréotypes. Et c'est ça qui m'ennuie dans l'éducation nationale, c'est ce côté stéréotypé des adultes qui répondent il faut suivre un programme, je ne sais pas comment vous faites vous en tant que prof de philo, mais il faut suivre un programme, vous êtes inspecté, vous êtes, je veux dire, vous êtes évalué et vous n'avez pas trop le droit de vous emmêler. Mais quand même, après, la parole de l'enfant ou la parole de l'adolescent, arrêtez-moi si je me trompe, mais au fil des décennies, si on compare par exemple, je ne sais pas, avec les années 60 ou même les années 50, on accorde quand même un peu plus aujourd'hui d'intérêt à la parole de l'enfant, de l'adolescent, mais pas encore assez. Est-ce qu'il y a peut-être une... Je veux pas forcément terminer sur une note d'optimisme à tout prix, mais je me dis quand même, non, par rapport à cette période où clairement, l'enfant, j'imagine, on ne... On ne l'écoutait pas. La question de l'écoute, effectivement, et on en revient à ça, en somme. Oui, on conçoit que l'enfant soit une personne, et donc une personne digne de parole. Après, le fait est que, comme la question du regard, et la question de la construction du regard, effectivement, et de... Enfin, si on prend des écrits comme ceux de Pastoureau, par exemple, sur les histoires des couleurs, qui sont absolument formidables, la question du bleu, etc., le regard est une construction aussi. Et l'écoute en est une aussi. Et donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a cette évolution qui est positive, etc. Mais on en arrive à un trop d'une littéralité aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce que dit l'enfant, et il y a ce quiproquo sur la question du mensonge, par exemple, qu'un enfant ne mentirait pas à partir d'un certain âge. Or, précisément, c'est un quiproquo dans le sens où, effectivement, à un certain âge, l'enfant ne ment pas parce qu'il n'a pas compris ou pas nécessairement acquis la question de la duplicité, par exemple, du langage. Mais ça n'empêche pas de pas pour autant ne dire que la vérité. Et la nuance est là, en fait. Et donc, il y a tout cet enjeu où l'écoute elle-même est une construction. Et donc, c'est une construction qui se travaille pour éviter ce trop de la littéralité, j'ai envie de dire. Qui se travaille par qui par l'adulte. Parce que l'écoute, si vous n'avez pas accès à l'essence et l'essentiel de l'enfant, c'est même pas la peine d'écouter. J'ai l'impression, parce que je crains que l'on plaque beaucoup de notre propre personnalité sur les enfants. Voilà. Je dirais, alors vraiment ce que j'ai entendu, et c'est pas pour conclure, hein, mais ce que j'ai entendu quand même, c'est que la philosophie aurait un rôle extrêmement important à jouer dans une forme de complexification. C'est-à-dire, on parle de questionnement, on parle d'écoute, et en même temps, il faut marquer chaque fois les limites de chaque motif. J'ai envie de dire, l'écoute, c'est important, mais l'écoute peut devenir, peut se rigidifier. Donc, c'est la même chose pour le questionnement. Alors voilà, le privilège de la question, c'est extrêmement important. Il faut questionner, il faut tout questionner, mais il faut savoir que le questionnement a ses limites et qu'il cache des essentialismes, des formes de rigidité aussi. Donc, et le questionnement peut être aussi quelque chose... Non mais, et donc la philosophie, elle a peut-être ou pourrait avoir ce rôle aussi de duplicité, de complexification, d'aporie. D'aporétiser, apprendre à aporétiser, apprendre à comprendre que les choses ne se règlent pas par une seule option, voie, passage, ainsi de suite. Oui, pardon, mais justement Sébastien, tu m'aideras peut-être parce que j'ai oublié le nom de ce monsieur brésilien qui, dans les années 80, a beaucoup aidé au Brésil à l'alphabétisation. Il y a
Paolo Freire, merci. Quand Paolo Freire a travaillé sur la notion d'alphabétisation, il disait le seul moyen de transmettre à ses enfants la lecture alors qu'ils en ont été privés trop longtemps, c'est de leur apprendre à lire le monde. Et j'aime beaucoup cette idée, et je pense que la philosophie à l'école peut énormément contribuer à cet endroit-là, à lire le monde, à affiner l'écoute, à éduquer l'œil et à gérer, gérer, quel mot affreux, en tout cas réussir à vivre avec ce bombardement des réseaux et cette constance des écrans. Voilà. Donc je pense qu'à cet endroit-là, toutes les questions qu'on a soulevées sur sont essentielles, et la philosophie peut amener dès le plus jeune âge, parce qu'ils sont, eux, aux prises avec ces questions de manière vitale et vibrante. Quel que soit leur âge, ils sont bien conscients, même avant, même quand on les prive d'écran, on les emmène en poussette dans la ville et il y a des écrans partout. Donc même en essayant de les en protéger, ils sont aux prises avec ces questions-là. Pardon, Sébastien. Oui, Raphaël, tu parlais de complexifier, et pour répondre à ta question, le constat empirique qui consisterait à dire les enfants parlent plus, le philosophe il est embêtant parce qu'il va dire mais de quoi cette parole, enfin c'est quoi le concept de parole qu'il y a derrière? Parce qu'il faut pas oublier que l'enfant c'est celui qui n'a pas de voix, hein, étymologiquement. Donc l'enjeu de se construire une voix chez les philosophes politiques, que ce soit Ducaire, mais c'est déjà le cas chez Stanley Cavell, c'est vraiment un concept politique. Donc la voix, c'est pas la vocalise, c'est pas je dis des mots donc j'ai une voix, c'est dans quelle mesure je suis entendu. Et par exemple en terminale, on constate, et je pense que c'est déjà le cas au collège, qu'un élève peut parler, mais en fait il est parlé, c'est-à-dire c'est la définition même de la logorée, c'est-à-dire il y a un logos, reine, c'est ce qui passe à travers, donc il y a un discours qui passe à travers lui. Et il y a de plus en plus d'élèves qui en fait sont des répétiteurs, d'ailleurs assez érudits, parce qu'ils écoutent beaucoup de vidéos YouTube, donc ils ont plein de choses à dire, ils ont plein de connaissances, et ils ont envie de parler, mais presque comme un déversoir, et ça se signale, et ça c'est un vrai problème politique, dans le peu d'écoute qu'ils ont entre eux. Et là, on voit quand même que l'école est une institution de pouvoir, c'est-à-dire quand le professeur parle, bon, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire s'il n'y a pas même un désamour absolu de l'institution, ce qui fait que le prof a un problème de discipline. Je laisse ça de côté. Mais quand le prof parle, les élèves écoutent. Quand un élève parle, les élèves n'écoutent plus. C'est assez fou comme expérience politique de voir que c'est la fête. Le cours s'arrête en fait. C'est-à-dire parce qu'un élève parle, parce qu'un élève fait une objection. Et quand on veut valoriser ou accorder de l'importance à la parole de l'élève comme interlocuteur valable, il faut sans cesse rappeler aux autres élèves que c'est intéressant, qu'on l'écoute et que là, il se passe quelque chose. C'est du dialogue. Et c'est ça aussi le débat philosophique et démocratique. Et donc cette difficulté à écouter au sortir de l'enfance et de 15 ans d'institution scolaire est quand même le symptôme d'un rapport à la parole qui n'est pas réglé, tu vois. Donc c'est pour ça que peut-être que le cours magistral des années 60, tel qu'il nous effraie, faisait explicitement taire les élèves et leur interdisait de parler, et qu'à la maison c'est pareil, on n'écoutait pas les enfants. Mais les manifestations de prise de parole ne sont pas immédiatement le symptôme politique positif que ça y est, on accorde une voix aux enfants, qu'on prend leurs paroles au sérieux. Oui, pour moi, ça s'appelle le respect. C'est dans la mesure où on respecte l'autre, où on entend mieux. Là, vous parlez de vos élèves. Voilà, c'est le respect, tout simplement. Pour moi. Bon, en tout cas, quels que soient vos points de vue, ils étaient riches, ils étaient intéressants, et les conversations l'ont été. On va maintenant, à présent, s'il y en a, passer un petit peu à des questions autour justement de l'éducation au sens large. Je ne sais pas si dans les personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure, il y a des questions. Alors, vous pouvez sinon les écrire, et à ce moment-là, on pourrait les lire et écouter les réponses. Sinon, pour ces dernières 10 minutes qu'il nous reste, j'avais encore moi une question autour de la culture, savoir si justement la culture est vecteur d'émancipation.
Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. C'est la difficulté aujourd'hui de se poser la question de ce qu'est la culture. On a la chance d'être dans un pays où, depuis quelques décennies maintenant, il y a un ministère de la culture. André Malraux a initié cette question-là. C'est formidable. Il y a beaucoup de pays qui ne l'ont pas encore. Et c'est merveilleux qu'on se pose la question de la culture. Moi, personnellement, je suis artiste, donc je viens plus de la question de l'art et on n'y a pas les mêmes codes et les mêmes besoins, exigences, etc. Avec la culture, je crois, vient un ensemble de questionnements sociologiques, économiques et de terrain. Et la définition de la culture aujourd'hui est très difficile. Dire à un enfant, d'ailleurs, c'est toujours assez symptomatique quand on lui dit « Oh, il faudrait que tu te cultives », c'est une injonction terrible. On ne sait pas, ça recouvre un vaste territoire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc la culture, c'est pas si facile que ça à définir. Je crois qu'il... Enfin, moi, en tout cas, par tropisme du monde de l'art, je crois au plaisir. Donc, quand un livre attire, c'est une voie merveilleuse. Quand un film attire, c'est le livre d'enfant, l'image chatoyante qu'on offre aux bambins dès le premier âge, c'est une manière de l'amener vers cela. Et je ne sais pas si la manière dont on entend le terme culture aujourd'hui peut aider à recouvrir tout ça. C'est très compliqué, je préfère. Justement, dans cette question de la culture, il y a aussi cet enjeu. La principauté de Monaco est aussi un exemple. C'est-à-dire que la culture, c'est aussi les enjeux des origines. C'est qu'est-ce qu'on appelle culture au sens savant du terme, mais il y a aussi tout cet enjeu dans le bain culturel dans lequel la personne grandit. Et donc finalement... Comment est-ce que, je reviens à la singularité, mais comment est-ce que finalement il y a cette articulation qui se fait au niveau du sujet quand on vient d'ailleurs, quand on est multiculturel ou polyculturel au sens des différentes bains de culture, et qu'en plus il y a cet enjeu d'articulation avec ce qu'on appelle la culture savante, l'institutionnalisation du ministère de la Culture, etc. Donc la culture c'est tellement vaste, mais peut-être que l'enjeu de culture, est-ce que, si je puis me permettre, l'enjeu n'est pas plus autour je reviens là-dessus, cette question de susciter la question finalement. Est-ce que finalement, ce qu'on peut appeler culture via le monde de l'art, via... moi je me souviens quand j'étais à l'école du Louvre, on nous disait toujours que l'école du Louvre c'est l'école du regard. Et on nous apprenait à construire le regard avec ça en fait justement. Et le propre de l'école du Louvre c'est de nous montrer de façon sérielle, hein, les musées, etc. Mais le musée à Paris, le musée à Bangkok, le musée partout dans le monde, en Égypte, etc. Bon, on a une culture un peu muséographique, certes, mais il y a cette dimension-là. Et finalement, ce que ça vient questionner, c'est surtout justement notre capacité de réflexion et la question de la réflexivité aussi qui se met en place. Donc la culture permet peut-être aussi ce qu'on appelle culture ou les cultures dans leur grande définition, à partir du moment où déjà on les verbalise, viennent un peu interroger tout ça. Moi, je dirais que, alors, pour nous tous, je crois, aujourd'hui, pour parler comme ça, on sait tous que la culture ne va pas de pair avec le progrès de la moralité, en tout cas pas nécessairement. Bon. Alors, la question donc qui se pose à nous philosophiquement, c'est une autre manière de dire ce qui a été dit, hein, c'est comment questionner ces notions de culture dont nous héritons sans complètement les compromettre. Et donc, là où s'arrête une certaine idée de la culture, là où une certaine idée de la culture, comme tu disais Damien, est usée, essoufflée, galvaudée, recommence une autre. Quelle est l'idée de la culture que nous devons travailler, retravailler, relancer aujourd'hui? Alors, pour aller très très vite, parce que vraiment c'est très prétentieux de dire quelque chose de profond sur la culture en si peu de temps. Mais si la culture est retravaillée dans le sens de la complexification, par exemple, puisque nous parlons d'éducation, c'est de faire comprendre que il faut de la culture, il faut retravailler la culture, il faut ouvrir le concept de culture à plus d'une culture, à d'autres cultures que la nôtre, à
à l'impossible appropriation d'une seule culture, aux dégâts du discours monoculturel, et donc de l'élargir. Ce concept, c'est peut-être ça, le rôle de la philosophie de l'éducation. C'est de ne pas, il ne s'agit pas d'abandonner le concept de culture, il s'agit de le retravailler. C'est beau, ça pourrait amener à l'idée de faire un ministère des cultures. Je vais vous raconter une anecdote qui a été extrêmement stimulante pour beaucoup de professeurs de philosophie. Donc ça avait lieu pendant les journées d'études de la CIREF, qui est la grande association française des professeurs de philosophie qui se posent des questions de pédagogie sur la culture. Et on a fait venir un sociologue de la culture. Donc il avait fait une lecture longitudinale à Lyon pendant 15 ans sur la culture des adolescents. Et c'est toujours bien de se faire objectiver par la sociologie quand on est philosophe. Et il avait joué un peu en mode provoque, mais tout le temps avec des chiffres à l'appui, nous obligeant à des distinctions conceptuelles en disant les adolescents ont plus de culture que les adultes en France. Alors, ça fait son petit effet chez les profs de philo qui peuvent avoir une autre image. Et il dit, parce que moi j'ai forcément deux grandes catégories, et visiblement vous en oubliez complètement une, c'est la catégorie des spectateurs et des consommateurs culturels et la catégorie des acteurs culturels. Et les enfants sont des acteurs culturels avant d'être des spectateurs et des consommateurs de culture. C'est-à-dire les enfants et les adolescents français dessinent énormément, font de l'art, font du sport, font de la musique, etc. Donc ils produisent de la culture, ils n'en consomment pas. Alors que vous, adultes, quand vous pensez culture, vous pensez d'abord regarder du sport, aller au musée, écouter de la musique, regarder des œuvres d'art. Vous êtes des consommateurs. Alors, il employait les deux. À chaque fois, il voyait que consommateur on tiquait, que spectateur ça passait un peu. Du coup, il disait plus que consommateur culturel pour nous vexer. Mais voilà, il disait voilà, c'est la culture, ça n'existe que parce qu'il y a des gens qui en font. Et en l'occurrence, pour des raisons culturelles d'ailleurs, il y a une plus grande valorisation de la production culturelle chez les enfants, on leur fait faire, mais qui est rarement considérée comme de la culture qui va faire patrimoine. C'est plutôt exercez-vous à la musique ou au dessin. Et ça avait été pour nous... on avait réalisé que, ne serait-ce que pendant le programme des journées d'études, c'était complètement absent. Et première intervention, on se rend compte de cette petite distinction qui est un énorme angle mort sur la question de la culture des élèves et de l'importance de la culture. Et voilà, donc là, c'est la philosophie qui se fait rappeler à l'ordre par une science humaine, et ça fait aussi, ça fait des fois du bien. Justement, pour répondre à ce côté culture confinée dans chaque pays, disons, je pense, et vous parliez de Descola, et moi je pensais que toutes ces personnes, les ethnologues, les chercheurs, qui ne sont pas conviés à l'école, qui ne viennent pas troubler, comme vous l'avez dit, le discours, disons, habituel, c'est dommage. C'est aussi quand même une chose à mener. Ah bon, de faire venir... bon, Descola, il est toujours prêt à se déplacer, mais il a beaucoup d'ethnologues, d'anthropologues qui sont prêts à donner cette multiplicité de regards indispensable. Voilà. Écoutez, on leur lance l'invitation et comme ça... S'ils peuvent venir, ils viendront. Écoutez, je crois qu'on va arriver au terme. On arrive au terme de cette deuxième matinale ici au marché qui était consacrée à l'éducation. Hier, elle était consacrée à l'écologie. Demain, nous nous retrouvons ici. Elle sera consacrée aux soins. Je vous libère parce que je sais que votre agenda est assez chargé et que maintenant, vous allez prendre la direction du théâtre Princesse Grace pour poursuivre cette semaine philo. On en profite aussi pour terminer, pour remercier le Barbis qui nous accueille chaque matin cette semaine et toutes les équipes du marché, de la mairie qui nous permettent de nous installer ici pendant 7h30. Merci à vous, c'était vraiment très enrichissant de vous écouter les uns les autres et bonne journée.